nouvel épisode de Quel Podcast. Salut Kip, salut Clément, comment ça va? Bonjour, très très bien. Salut, oui, ça va très bien, content de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, on va se lancer dans cet épisode avec une petite envolée lyrique pour démarrer. Au commencement était le verbe, et la lumière fut, et le verbe se morpha en roman historique. Et nous y voilà. Donc aujourd'hui, on va un petit peu discuter roman historique. On a une petite liste, on va essayer de suivre au fil des siècles. Et pour débuter, on a Henri Beauchot, écrivain belge. Et donc on va se lancer avec Oedipe sur la route, un road trip antique, une sorte de virée à pied d'Oedipe. Donc pour remettre dans le contexte, à l'époque, on a, dans ce mythe, on a l'oracle de Delphes qui prévient les futurs parents d'Oedipe qu'il sera maudit, parce qu'il a écrit qu'il tuera son père et épousera sa mère. Et donc ses parents décident de l'abandonner, mais par un hasard de circonstances, est-ce vraiment un hasard, le cours de sa vie le ramène à ses origines et il se rend involontairement coupable de parricide et d'inceste. Et donc, pour l'anecdote, au départ, il y a une rencontre avec son père qui se fait à un carrefour. Et donc, ils se disputent pour une histoire de priorité. Et là, c'est déjà assez drôle parce qu'on imagine un petit peu le problème de priorité à un carrefour pendant l'Antiquité. Je dirais que c'est pas la place de l'Étoile ou le rond-point Montgomery. Donc ça, c'est déjà assez spécial à imaginer. Et par la suite, donc, quand Oedipe se rend compte de ce qu'il a fait, évidemment, il se crève les yeux. Et donc, c'est l'idée aussi au lieu de se tuer, comme feraient beaucoup de personnages à sa place, il décide de se crever les yeux et de partir sur la route avec du sang qui est bien là, des larmes pourpres qui tournent au noir. Il est fébrile, il est hésitant et il est accompagné par sa fille Antigone. Et donc c'est le vieux Oedipe à qui toute l'histoire connue dans la mythologie est déjà arrivée, qui s'est crevé les yeux et qui repart avec sa fille. Voilà, c'est ça. Oedipe part sur la route, il est accompagné de sa fille. Évidemment, il est aveugle, il est fébrile, il tient à peine debout. Il est en exil dans la ville de Thèbes, donc les riches l'ont mis dehors. Ces mêmes riches qu'il avait protégés en augmentant la hauteur des remparts, en prenant aux pauvres et en donnant aux riches, en protégeant les riches. Et il part donc dans ce road trip avec sa fille. Il lui arrive plein de choses. C'est pas mal comme œuvre pour un petit peu, si on veut réviser la mythologie. C'est vrai que vers la fin, ça devient peut-être un petit peu long parce que c'est toujours un peu extraordinaire ce qui se passe. Donc il y a un moment où il y a une certaine fatigue. Pour terminer là-dessus, on voit qu'on a Oedipe qui décide de survivre à cette tragédie pour découvrir d'autres sens à sa vie. Vers la fin du roman de Beauchot, il est un peu plus humble. Il est parmi les pauvres et les paysans, ceux qu'il avait spoliés par le passé pour protéger les riches. Ça se termine comme ça. Et la petite anecdote, c'est Oedipe, ça signifie pied enflé. Donc maintenant, ça prend tout son sens en lisant ce livre-là, étant donné qu'il a marché des kilomètres et des kilomètres. Dans la littérature belge, si on poursuit donc depuis Beauchot jusqu'à un autre auteur, Marguerite Yourcenar, on retrouve donc dans un de ses premiers romans qui l'ont amené sur la scène française d'abord, puis internationale, comme un auteur particulièrement reconnu, on tombe sur les Mémoires d'Adrien. Alors les Mémoires d'Adrien, c'est le livre d'un personnage de l'Antiquité, donc l'empereur Adrien, qui envoie une lettre à Marc Aurèle, et certains le savent peut-être, mais donc Adrien, Marc Aurèle, ce sont des personnalités qui étaient empreintes dans cette période de la fin de l'Antiquité d'une philosophie stoïque. Donc c'est quelque chose qui va les prendre à cœur, va prendre toute leur existence et nourrit finalement leur réflexion, nourrit leur vie tout entière et se perçoit donc à l'intérieur de leur correspondance. Les stoïciens correspondaient beaucoup, s'envoyaient des lettres, et c'est ce critère-là que Marguerite Yourcenar récupère comme sujet, comme guide de son directeur de son livre Les Mémoires d'Adrien. Alors, on n'a pas eu extrêmement le temps d'en parler avec Beauchot, mais donc tous ces auteurs contemporains qui réutilisent la période antique ont la plupart du temps un sujet à nourrir qui parle contemporain. Par exemple, le Anouilh, d'ailleurs Beauchot, donc Anouilh, qui a fait une adaptation d'Antigone, c'est bien connu que c'était pour parler justement des faits de la guerre de 40. C'est la lecture de l'Antigone de Sophocle qui lui donne envie de refaire sa propre version et pour témoigner du temps présent. Beauchot d'ailleurs, j'en profite pour le citer, Beauchot est aussi connu pour une adaptation d'Antigone qu'il a fait lui-même, sous forme romancée aussi, donc la même technique de transformer une pièce en roman, qui est souvent d'ailleurs proposée aux élèves de la fin du secondaire en Belgique. Et donc pourquoi ce détour? Parce que justement, donc les Mémoires d'Adrien, c'est un livre qui, si on en croit une interview de Yourcenar, qu'on peut trouver sur internet, des vidéos de Lina, n'est pas sorti uniquement par son goût pour l'histoire, donc ça c'est clair que c'est quelqu'un qui avait une passion pour l'histoire et qui s'en est beaucoup servi dans sa manière d'écrire, mais lui sert aussi finalement un peu de manifeste pour trouver une réponse au sortir de la guerre et envoyer un appel à la société sur comment reconstruire le monde. Donc c'est dans l'Antiquité, dans les Stoïciens, dans ce personnage d'empereur Adrien, qu'elle va récupérer un modèle qu'elle propose en fait à la société de l'après-guerre pour penser la possibilité de reconstruire le monde après les malheurs de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, quelle société, quelle possibilité justement offrir à la société avec Adrien? C'est en fait tout simplement une stabilisation du monde, un gros message d'espoir, une ambition aussi assez incroyable de vouloir récupérer le monde entier de façon à le pacifier, à le stabiliser donc, et retrouver cette sorte d'ambition antique, peut-être un peu naïve, mais qui serait de solutionner finalement le chaos du monde dans un seul grand empire, un seul grand espace, et donc à l'image en fait de l'Empire romain de cette période. Donc ça, c'est peut-être le motif qui est à l'arrière des mémoires d'Adrien et qui motive en fait tout son livre. Ce qui est très intéressant, c'est que 20 ans plus tard, donc à peu près, donc le livre sort en 1951, donc on est bien à la fin de la guerre de 40, plusieurs années ont passé, ce livre apparaît, c'est un succès. Yourcenar, aujourd'hui, elle est traduite dans à peu près une vingtaine de langues quand même, donc elle est vraiment connue un petit peu partout. Et elle habitait aussi, pour l'anecdote, du côté du Maine. Donc elle avait une grande maison, une belle petite maison américaine dans le Maine. La même, d'ailleurs c'est amusant, la même région que Stephen King, qui n'a rien à voir, mais bon, voilà. C'est quelqu'un donc, qui était aussi relativement international dans sa manière de penser. Donc 20 ans plus tard, elle sort donc en 1968 exactement, et la date n'est pas forcément un hasard. Son second grand roman historique, qui change complètement de période, et qui, chronologiquement d'ailleurs, progresse finalement au niveau du temps, qui se déroule dans le cadre de la Renaissance. Alors là, la Renaissance, c'est une période qui nous parle particulièrement aujourd'hui, parce que c'est un moment donc, complètement ouvert sur la culture, qui récupère justement énormément de pensées de la société antique, mais qui est complètement contrasté et qui mélange à la fois donc des avancées phénoménales au niveau de l'humanisme, au niveau de la recherche scientifique, et une période de troubles extrêmes. Donc la Renaissance, c'est vraiment l'âge peut-être de l'extrême, autant au niveau de la progression des arts, c'est le moment où le modèle de l'artiste se crée comme un modèle ultime aussi de l'être humain complet, donc quelque chose qui va essayer de rassembler tous les arts possibles. On a par exemple des poésies de Ronsard qui étaient jouées en musique, la poésie, la musique, la peinture, tout ça devait être ensemble. Mais d'un autre côté, on a donc cette période particulièrement marquée par les guerres de religion, des choses qu'on associe plutôt au Moyen-Âge d'habitude dans l'imaginaire commun, mais qui sont en fait de la Renaissance. Par exemple, le cas typique, c'est les procès de sorcellerie, qui sont une invention en fait plutôt du XVIe siècle, et pas vraiment du Moyen-Âge. Mais c'est dans ce cadre-là que se déroule Zénon. Donc il y a un cadre beaucoup plus sombre que le roman des Mémoires d'Adrien. Adrien, c'est un empereur qui habite dans un monde plutôt guerrier, plutôt un monde justement complexe, mais qui va justement pacifier tout ça. Donc parmi les auteurs, parmi les empereurs romains, Yourcenar le choisit pour sa caractéristique d'être peut-être le plus pacifique d'entre eux. Alors que Zénon, justement, c'est un personnage qui possède énormément de points communs avec Adrien. C'est une sorte peut-être de parallèle avec Adrien. Je me suis demandé, je sais pas, j'ai pas vu la confirmation, mais si le nom Zénon, c'était pas aussi une référence aux stoïciens, parce qu'il y avait un fameux stoïcien qui s'appelait comme ça. Donc pour créer aussi ce parallèle entre les deux. Mais bon, ce Zénon, c'est une autre époque, donc il n'est pas stoïcien en tant que tel, mais c'est un petit peu, il incarne justement le savant, peut-être le savant parfait de cette époque, qui du coup aussi entre le savoir et puis la magie. On est un peu du côté de Frollo dans Notre-Dame de Paris, donc quelqu'un qui est tellement intelligent, qui creuse tellement les choses, qu'il tombe un petit peu dans les marges, justement, le savoir un petit peu censuré par l'époque, et les notions d'alchimie, par exemple. Et donc la fin de l'histoire, on peut peut-être l'esquisser quand même, sans spoil, mais donc ça se passe très mal pour une personnalité de ce genre-là. Et donc dans ce roman-là, Yourcenar montre vraiment un petit peu toutes ces inquiétudes, dans le cadre d'une société qui n'a plus justement peut-être cette ambition d'une stabilité parfaite, qui est prête peut-être à traiter finalement de manière beaucoup plus violente des personnalités de ce genre. Donc Zénon a des gros soucis, il est accusé d'impiété et il est condamné au bûcher. Et la fin de l'histoire, bon c'est pas un roman à chute, donc on peut peut-être en parler, mais donc il échappe au bûcher, mais par un suicide. Donc l'ambition de ce livre, c'est plus du tout de créer une sorte d'appel pour un modèle de société, mais plutôt de montrer en fait la complexité d'un monde qui n'est pas aussi simple peut-être qu'on pouvait le poser dans les Mémoires d'Adrien finalement. Et donc de tirer le parallèle, donc ça elle le fait elle-même dans une interview, entre cette période de la Renaissance et tout simplement même la période de 68. Alors dit comme ça fait un petit peu réactionnaire, peut-être que Yourcenar est sûrement plus complexe que simplement quelqu'un qui s'opposerait à l'ouverture de la société pour un retour aux valeurs antiques, mais ça permet quand même un petit peu de comparer déjà plus simplement ces deux livres au niveau de l'ambiance. On peut parler du titre quand même, donc c'est un roman qui a un drôle de titre, donc l'œuvre noire. En fait l'œuvre noire c'est justement directement une notion alchimique. Alors ça correspond à quoi? C'est le point de départ de toutes les opérations d'alchimie. Donc vous imaginez l'alchimiste dans son laboratoire qui essaie de trouver la pierre philosophale. Il doit commencer par plusieurs étapes. Et si tout se passe bien, il arrive donc à la première étape qui est justement ce qu'on appelle donc l'œuvre au noir. Donc c'est le fait de passer à travers une sorte de moment de transition qui va l'amener petit à petit sur la deuxième étape qui est appelée l'œuvre au blanc, qui elle-même peut l'amener à l'œuvre au rouge
Et enfin, retrouver donc la dernière étape, le dernier niveau, le Graal un petit peu de tous les alchimistes, qui serait la pierre philosophale. En fait, Yourcenar, elle interprète ces étapes-là de façon psychologique et elle montre dans son livre la progression justement du personnage à travers les différentes étapes de ce processus alchimique. Alors Zénon, donc il y a des moments du livre qu'on peut associer à l'œuvre noire, qui serait le point de départ, à l'œuvre blanc, qui est un moment où en fait il retourne dans un mode de vie un petit peu plus en paix avec la société. Et puis peut-être, donc ça la question elle est laissée ouverte sur les transformations ultérieures. Est-ce qu'il passe à l'œuvre rouge? Est-ce que éventuellement on arrive à la pierre philosophale? Donc ça reste à découvrir dans le livre. Mais donc voilà, donc on a ce parallèle alchimique, il y a tout. Alors ce livre-là, moi j'ai trouvé, du point de vue de l'impression, j'ai trouvé incroyable pour tout ce qui est justement de l'évocation de la période de la Renaissance. Donc c'est un monde à la fois très étrange pour nous, complètement exotique, et puis avec beaucoup de points communs, et en même temps qui rassemble énormément de fantasmes qu'on a sur justement ce qu'on associe d'habitude au Moyen-Âge, donc avec notamment la sorcellerie, avec la pression de l'Église, la censure, et puis la vie des universitaires qui était très liée à la religion, et en même temps tout ce qui est justement typique de la modernité, quoi, qui va se développer après. Donc l'appel des sciences, la volonté d'ouvrir le monde, des relations humaines. Et puis le lieu aussi où se passe ce livre, donc c'est intéressant, ça se passe surtout à Bruges et dans les Flandres de l'époque, avec aussi des voyages avec l'Angleterre. Donc on voit aussi que tous ces pays-là cohabitaient, finalement étaient ensemble. Alors, comme dans les mémoires d'Adrien, on n'en a pas parlé, mais il y a de très très longs passages d'immersion psychologique dans les personnages. On se retrouve dans la tête vraiment des personnages et on profite de ces moments d'intériorité qui expliquent une vision du monde, un rapport au monde particulier. Et ce mélange-là, très coloré d'une certaine façon, très dépaysant, et en même temps extrêmement psychologique, je trouve que ça fonctionne très bien. Malgré ce qu'on a pu dire Danzig, donc, qui a écrit une critique dans son dictionnaire de la littérature, assez connu, mais donc sa critique sur Yourcenar est très, très féroce. Je trouve que bon, elle laisse trop de choses à l'érudition et au côté historique, un petit peu scolaire, et oublie justement toute la dimension peut-être du quotidien de gens qui, même en tant que figures historiques, n'étaient pas toujours des figures historiques dans leur quotidien, et que la vérité d'un personnage, c'est aussi ce qu'il exprime justement peut-être de plus aléatoire, de plus commun. Et ça, effectivement, c'est peut-être un peu laissé de côté. L'idée, c'est vraiment de profiter de la spécificité d'une époque et peut-être de grandes figures historiques pour justement sortir un peu du commun, quoi, du quotidien. Maxime, tu voulais partager un petit peu de ce que tu avais ressenti du livre, enfin des deux livres du coup, peut-être Les Mémoires d'Adrien ou L'œuvre noire. Donc, pour continuer sur l'œuvre noire, donc, comme tu disais, il y a en fait 3 parties dans le livre. Donc il y a la vie errante, qui est peut-être l'œuvre noire, comme tu disais. Donc oui, il doit commencer à un petit peu déblayer cet obscurantisme ambiant. Puis l'œuvre blanc, quand il atteint une certaine maturité, et ça correspond en fait à la vie immobile. Et puis l'œuvre rouge, c'était une transition facile, mais étant donné son suicide, vu qu'il se taillade les veines, donc on imagine ce sang. Donc la pierre philosophale, c'est évidemment pour être immortel, donc peut-être via ses écrits, tous ces traités, c'est l'espoir de vivre pour toujours via sa science. Peut-être qu'on pourrait le voir comme ça. Ouais. Et en fait, donc le livre, il y a cette ambiance, il y a un côté, évidemment, en fond, il y a les guerres de religion, c'est sous fond de période de réforme avec Luther. Mais il y a aussi une partie économique. Donc, on parle par exemple des tisserands qui commencent à un peu se révolter face au progrès technique. Il y a une sorte de mécanique qui commence à s'immiscer dans le monde des tisserands avec par exemple une certaine machine qu'on fait tourner à l'huile de bras qui permet de remplacer 4 tisserands par un tisserand. Donc, on a des gens qui se révoltent, qui essaient de casser des machines. On se souvient aussi des casseurs de machines plus tard, en début de période industrielle. Donc, on voit aussi qu'il y a ça en fond de cette histoire. Pour l'œuvre noire, par contre, je pense qu'il y aura peut-être quelques cas d'anachronisme que j'ai déjà remarqué dans Mémoire d'Adrien aussi. Il y en a un où on parle de manière assez relâchée d'un des fils, je ne sais plus de quelle famille exactement, qui serait parti au Pérou, à Lima, pour une sorte de ruée vers l'or. Donc j'ai essayé de croiser les sources, d'essayer de deviner un petit peu la période. Donc apparemment, les Espagnols étaient au Pérou en 1532, plus ou moins. Donc j'ai un petit peu de mal à imaginer peut-être un civil sur place, aux alentours de 1540 ou 1545. Donc ça c'était peut-être qu'il y avait eu un petit raccourci de ce côté-là. Parce que dans les Mémoires d'Adrien, même si c'est l'Antiquité, en fait, elle l'utilise, mais plutôt comme métaphore, en se disant que le personnage principal a des visions qui peuvent ressembler à la mondialisation, d'une certaine façon, et qui peuvent préfigurer justement l'ouverture à la colonisation, mais surtout à la découverte du nouveau monde, en fait. J'ai aussi remarqué pas mal d'anachronismes dans les Mémoires d'Adrien. Donc, comme tu disais, c'est un penseur stoïque. Et j'ai remarqué qu'il était, d'un côté, il pouvait être assez féministe. Donc là, je trouvais qu'il y avait quand même
une belle ouverture, peut-être un peu poussée. C'était peut-être un peu difficile d'imaginer ça à l'époque. Mais il défend les femmes sur plusieurs points, sur les questions d'héritage, par exemple, ou d'indépendance financière, niveau de gestion de fortune. Par exemple, elles ne pourraient pas être mariées sans leur consentement. Il y a aussi un petit côté écolo, justice sociale, peut-être même un petit peu tendance communiste. Donc, il pense beaucoup à la collectivité, l'idée d'avoir les terres en jachère pour 5 ans. Je pense qu'il a un moment de lucidité peut-être un petit peu excessif quand il voit une petite secte qui est donc les débuts du christianisme et qu'il prédit qu'elle va dominer le monde. C'est assez difficile d'imaginer de voir un groupe d'une vingtaine, une trentaine d'individus dans l'Empire romain et de se dire ça c'est le futur et ça va s'étendre au monde entier. Effectivement. Avec aussi la vision des barbares qui vont au final renverser l'Empire romain. Donc là, il y a une certaine clairvoyance qui est peut-être un peu forcée. On parle d'une capacité d'Adrien, apparemment, à l'époque, pour justement, et ce qu'elle a essayé de montrer dans son livre, pour montrer une culture qui serait quand même, malgré tout, donc j'ai dit mondialisée, mais en fait, mondialisée d'une certaine façon, mais centrée sur l'Occident. Et pour elle, c'est une préfiguration de ce qui se passe justement après la guerre, avec le développement de l'économie américaine. Donc en fait, Adrien, pour elle, c'est un peu le premier américain, en fait, d'une certaine façon. C'est intéressant. Et en voyant l'Amérique comme justement cette espèce de puissance pacificatrice. Donc très étrange, mais voilà, un peu apparemment son état d'esprit de l'époque. Et puis pour terminer, j'ai remarqué une anecdote assez sympa. C'est un moment où on parle du navire marchand, le Syracusia, qui était le plus long de l'Antiquité. Il ne parvenait pas à entrer dans certains ports en Sicile. Et apparemment, il avait même un gymnase à bord. Ça, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé. Mais déjà à l'époque, lors des croisières, il y avait première classe, deuxième classe, troisième classe. Et la première classe avait donc accès à la gym. Il y avait cette belle citation, en fait, une note de Flaubert, qui a convaincu Yourcenar de reprendre l'écriture de son œuvre. Parce qu'évidemment, l'œuvre au noir et les mémoires d'Adrien sont deux œuvres qu'elle a commencé en étant assez jeune, puis elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le bagage, pas l'expérience, que c'était trop ambitieux à l'époque. Donc elle les a laissés un petit peu végéter avant de les reprendre. Il y a cette note donc de Flaubert qui dit « Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l'homme seul a été. » C'est vrai qu'il y a eu peut-être un moment de flottement où l'homme s'est dit, si Adrien s'est penché peut-être plus vers le stoïcisme, son dogme religieux pour une période. Et philosophiquement, il y a un aspect aussi dans le livre qui est assez marquant et qui, je crois, est assez proche du stoïcisme, qui est une forme d'humanisme qui touche presque à une forme de libération, qui est presque une forme de divinisation de l'être humain. Donc c'est un petit peu quelqu'un qui justement parvient à contrôler sa vie de manière aussi parfaite qu'un stoïcien finalement, arrive à prendre tellement l'ascendant sur tous les aléas possibles de l'existence qu'il vit quelque chose qui ressemble presque à une sorte d'élévation spirituelle, mais presque une condition différente du commun des mortels. C'est une vraie particularité aussi assez typique et qui est assez bien transcrite dans le livre, donc une sorte justement de croyance en la capacité des gens à s'élever au-delà justement de leurs conditions de base. Et donc on voit aussi Adrien, il est antimilitariste, donc la seule raison pour laquelle il s'engage dans l'armée à ses débuts, c'est pour découvrir le monde, donc il utilise ça vraiment pour voyager, en apprendre sur les barbares, savoir ce qu'ils savent de nous et pour essayer d'étendre notre savoir sur eux. Non mais c'est vrai que ce que tu dis, donc c'est effectivement ce qu'elle explique aussi sur une forme d'humanisme, donc quelqu'un qui s'ouvre aux cultures différentes, qui à l'époque en fait était la culture barbare, et en même temps peut-être l'idée d'un état culturellement pluriel, finalement assez multiple. Mais au niveau de Yourcenar, oui, donc j'ai un scoop. Donc Yourcenar, elle est connue, donc d'ailleurs le titre, les mémoires d'Adrien, donc c'est des mémoires. Yourcenar, elle a écrit énormément de mémoires en fait, donc de parties de ses journaux et de notes qu'elle a prises. Donc notamment un cycle qui s'appelle Les labyrinthes du monde, en 3 parties, dont la dernière partie a un titre assez poétique d'ailleurs, ça s'appelle Quoi l'éternité, qui est emprunté à Rimbaud qui dit elle est retrouvée, quoi l'éternité. C'est pas tout, il y a aussi, donc j'ai retrouvé dans sa bibliographie donc un petit exercice qui s'appelle Essai de journal sans date ni pronom personnel, mais aussi un fameux Source 2, donc qui est un carnet de notes qu'elle a réuni toute sa vie durant, et donc ce livre qui possède le titre Source 2, c'est donc le tome 2 d'un tome 1 qui s'appelle donc Source 1, et qui sont en fait ces notes personnelles entre les années 30 et les années 39. Or, ce livre-là, elle a fait en sorte qu'on ne pourra le lire qu'en 2057. Donc en 2057, il y aura une actualité Yourcenar, et tout d'un coup, on va découvrir des choses sur sa vie intime qu'elle avait toujours voulu cacher de son vivant et jusqu'à 2057. Donc voilà l'anecdote croustillante, un petit journalistique, mais qui est assez rigolote, je trouve. Donc c'est quelque chose que son éditeur a gardé?
Apparemment. Donc ça se D'accord. fait apparemment, je ne sais pas si c'est Gallimard ou comment ça se passe d'un point de vue juridique, mais voilà, en fait, ce livre-là, donc on n'a que le deuxième tome, en fait, et le premier tome, on pourra le lire. Donc, et en plus, ça correspond à cette période, donc 31-39, très spéciale, quoi. On a envie toujours de savoir un petit peu tous les auteurs qui ont vécu cette période-là, peut-être de manière un peu facile, mais de savoir si ils avaient ressenti les événements venir, est-ce que ils voyaient un petit peu les choses arriver, et comment ils étaient aussi eux-mêmes d'un point de vue idéologique par rapport à la montée du nazisme, l'antisémitisme, ce genre. Pour Yourcenar, en fait, on ne le sait pas et on le découvrira en 2057. C'est donc une capsule temporelle, en fait. Oui, dans quel sens? Mais donc, c'est l'idée de mettre des documents supplés, disons, Mhm. dans une capsule, avec une date d'ouverture. Ouais, c'est intéressant. Et 2057, c'est presque 100 ans après sa période de vie, en fait. Donc c'est étonnant. Nous, normalement, en principe, on doit lire un jour cette partie-là. J'ai une anecdote aussi sur Marguerite Yourcenar. Vous savez que c'est en fait l'auteur dont se réclament le plus les politiques belges francophones. En fait, apparemment, leur livre de chevet, c'est souvent, je pense, les Mémoires d'Adrien. Mais en tout cas, Marguerite Yourcenar est l'auteur qui est le plus souvent revenu. Et donc ça, je pense, c'est en lisant Wilfried. Justement, en parlant de Wilfried, dans le dernier numéro, donc ce magazine qui explore la Belgique et en particulier la politique belge, eh bien, le dernier numéro traite de féminisme. Et donc, il y a un article, un très bon article de François Brabant, clôt un peu le magazine, qui fait 10 pages d'ailleurs, cet article. Et voilà, est-ce que Marguerite Yourcenar était féministe? C'est la grande question qui est posée. Parce que bon, c'était la première dame à l'Académie française, etc. Mais finalement, elle n'aimait pas cet univers-là. C'est une autre manière un peu de découvrir Marguerite Yourcenar aussi. Et donc, je vous recommande la lecture de cet article. Wilfried est encore disponible dans les librairies pour le moment. Et après cette lecture type, qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle était féministe ou pas? Pas trop, pas vraiment, non. Non, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui ait défendu la cause des femmes, c'est même, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'était chacun son. Elle semblait, en tout cas, parce que je retiens l'article, là, j'espère que je ne trahis pas François Brabant, elle semblait quand même plus individualiste à ce niveau-là. Même chose pour moi. De ces deux œuvres, j'ai pas vraiment eu cette impression, mais évidemment, c'est chaque fois deux hommes et puis leur parcours de vie, mais assez limité. Hein. Il y a eu un petit bout de clairvoyance pour Adrien sur le féminisme, mais sinon, ça s'arrêtait là. Donc, pour avancer un petit peu plus loin vers la fin du Moyen-Âge, on a aujourd'hui aussi le thème, l'auteur Jean Telet. On a quelques œuvres à discuter aujourd'hui, Tim. Je sais que tu en as lu quelques-uns. Oui, tout à fait. Oui, donc là, on fait quand même un bond dans le temps. Jean Telet, c'est d'abord un style. Hein. Je pense que quand on parle de lui, c'est côté un peu truculent, grossier parfois, où on parle aussi du sujet, on va dire, si on doit parler de gens qui chient, qui vont aux toilettes, qui bouffent n'importe comment, ben, il va utiliser ce vocabulaire-là. Donc c'est d'abord un style qui détonne, on va dire, dans la production actuelle. Alors lui, c'est vrai qu'il a pris de passion pour des sujets historiques et en particulier dans le Moyen-Âge, même si récemment, je me souviens bien avec quelque chose d'une lecture un peu plus récente, je ne sais plus quel titre. Mais bref, donc c'est vrai que c'est souvent le Moyen-Âge. Donc moi j'ai déjà lu Entrer dans la danse, qui est un de ces derniers, où il part en fait d'une anecdote réelle. Tout d'un coup, en fait, des villageois ont commencé à danser et ils n'ont plus pu s'arrêter. Et à tel point que certains en sont morts, en fait. Et donc, il est parti de cette anecdote-là pour écrire un roman. J'étais surpris, en préparant le podcast, de découvrir que ça avait lieu au 19e siècle, le roman Mangez-le si vous voulez, parce que finalement, j'avais un souvenir comme si c'était au Moyen-Âge, mais visiblement non, c'était un peu plus tard, ce qui fait un peu peur d'ailleurs. Donc là, c'est aussi une anecdote réelle. Un homme traversait un village et qui a fini sur le bûcher et s'est fait manger par les villageois. Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? En fait, rien du tout. Les villageois en fait l'ont pris pour un Prussien et donc c'était un ennemi, mais erronément, alors c'était pas du tout le cas. Et puis ça commençait par des invectives, etc. Et puis on part de lui, on le met sur le bûcher. C'est Jean Telet, donc il va décrire évidemment comment est-ce que le gars va brûler. Et vraiment, il y a un peu de graisse comme ça qui s'écoule et hop, il y a une femme qui en prend un bout et qui se dit « Oh, c'est vraiment bon ». C'est comme ça que ça commence, finit vraiment par être complètement mangé. Alors moi, je trouve que c'est une lecture intéressante, au-delà de l'anecdote aujourd'hui, parce qu'on voit qu'en fait, c'est vraiment le pouvoir de la foule finalement. C'est la foule qui l'entraîne là-dedans. Et quand on voit un peu, je trouve aujourd'hui, comment fonctionnent les réseaux sociaux, on ne pose plus trop de questions. C'est le côté scandalite aigu qu'on a parfois, un tout petit fait qui est monté en épingle, et finalement, ça prend des proportions dingues. Je pensais à ce cycliste, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cycliste dans les Fagnes en janvier, où il avait un peu bousculé une petite fille, et tout de suite, c'est tout juste si on n'appelait pas au meurtre. Finalement, notre époque, c'est un peu ça, cette espèce de pouvoir de la foule. Les faits, finalement, ne comptent plus, quoi. Assez actuel comme lecture, même si le roman est paru en 2014 ou quelque chose comme ça. Oui, le côté scandale, c'est un petit peu inversé. Donc, des faits qui ne comptent pas tellement que ça sont vraiment amplifiés. Donc, comme tu disais, le cycliste. Et par contre, si tu as des migrants qui décèdent par centaines en Méditerranée, ça fait
on en parle et puis après on oublie directement. Et personne qui va vraiment s'offusquer en ligne, on oublie assez rapidement. Ce que je voulais dire, c'était vraiment l'entraînement, en fait, partir d'un tout petit fait, monter en épingle, et finalement, c'est même des choses qui sont des fake news, en fait. Tout ce qui est le vaccin, ici, on a aussi des fake news qui sont tout d'un coup montées en épingle, et hop, qu'on retrouve un peu partout et qui sont complètement fausses. Finalement, le gars qui se finit manger, c'est ça, il n'était pas du tout prussien. Déjà, en soi, c'est pas un motif pour le manger, mais ce qui mène finalement à cela, c'est complètement faux. Mais on n'a pas besoin d'un fait vrai pour monter quelque chose dessus et construire un sujet de croyance qui n'a plus forcément de limite. On voit ça très bien avec le QAnon aux États-Unis. C'est bien pire que tout ce qu'on peut dire sur le vaccin d'ailleurs, ça, c'est encore une autre dimension. Et Jean-Max, t'en as lu un autre de Jean Telet ? Oui, donc Charles IX. Donc ça, c'est nouveau un récit historique sur un des pires rois de France. Donc, il a régné 13 ans, donc de 1560 à 1574. Ça se passe pas si bien que ça pour lui. Donc il a eu sa mère qui l'a manipulé, Catherine de Médicis, qui le manipule et qui le pousse à éliminer des chefs protestants, des huguenots, lors de la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy. Et suite à ça, il se rend compte, quelques jours après ou quelques mois après, de l'ampleur de son crime, de cette folie. Et petit à petit, il tombe dans une folie qui devient une folie furieuse. Il est pris d'hallucinations visuelles et auditives. C'est Jean Telet, donc on parle, si je me souviens bien, des cadavres, il voit du sang, et puis il imagine que du sang sort de ses mains. Je pense même que de manière véridique, il a du sang qui lui coule des oreilles, donc il a certains symptômes de cette sorte. Et j'ai retrouvé ma critique il y a 6 ans, une phrase. Donc j'avais écrit que c'était un style plutôt pauvre et vulgaire, avec comme seul intérêt le côté historique, bien qu'il faille souvent distinguer le vrai du faux. C'est rude, c'est rude. Hein. C'est rude. J'ai passé en revue quelques avis en ligne et j'avoue que c'est assez intéressant au niveau fait historique, mais parfois le style, je trouvais qu'il était assez forcé et inutilement vulgaire. Mais ça se lit facilement. Mais par contre, ouais, non, non, en fait, c'est vrai que tu dis inutilement vulgaire. Mais en fait, donc savoir si ça a une utilité ou pas, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, c'est un choix volontaire. C'est quelqu'un qui décide d'écrire de cette façon-là pour justement un peu. En fait, il cherche ses sujets justement pour pouvoir écrire de cette manière-là. Donc c'est vraiment un style au sens, vraiment une manière de faire les choses qui est d'écrire des choses vulgaires et dans la surenchère tout le temps, quoi. Oui, c'est un parti pris, hein, c'est sûr. Quand vous l'écoutez, quand il est interrogé, il ne parle pas comme ça, hein, bien sûr. Non, et du coup, c'est intéressant parce que ça pose aussi un peu la question de savoir ce qu'on peut trouver dans un livre, en fait. Et justement, si on lit des choses comme ça, qu'est-ce que ça veut dire sur le lecteur et l'auteur, en fait. Et c'est vraiment plus un style ou une couleur ou quelque chose comme ça. Une manière un outil, en fait, un outil de travail qui serait peut-être l'horrible. Après, moi, je le trouve un peu rabelaisien plutôt. Hein. Donc, oui, moi, complètement. Certainement, je ne pourrais pas lire tout le temps ça, mais dans toutes les lectures qu'on peut avoir, ça amène beaucoup de fraîcheur finalement. Et alors, il fait partie donc d'une génération qui est aussi, si je ne me trompe pas, donc un peu de la Libération 68 aussi. Donc justement, l'expérimentation d'une écriture sans censure pour pouvoir dire justement, essayer de voir ce qu'on peut dire avec ces mots-là. Si on ne fait pas de retenue sur ce genre de choses, qu'est-ce que ça peut donner Bon, Max, on t'encourage alors à en reprendre un. Hein. De toute façon, c'est jamais des romans très très longs, il me semble. Oui, je retenterai. Donc ça se lit facilement, donc ça c'est un livre que je peux quand même vous conseiller. C'est peut-être bien pour la plage ou dans les transports. Il ne faut pas se concentrer, c'est pas aussi dense que œuvre-moi. Il ne faut pas que le voisin lorgne sur ce qu'on lit en même temps dans le métro, sinon ça devient un peu étrange. On parlait de style. Il y a un auteur qui s'appelle Pascal Quignard, qui est un auteur extrêmement connu, extrêmement reconnu, qui a reçu beaucoup de prix, qui est vraiment très, très important, mais qui a un style, donc pour le coup, pas vulgaire, absolument pas, mais volontairement épuré. Donc c'est quelqu'un qui produit aussi des livres relativement faciles à lire, mais par contre avec des sujets qui, justement, sont très souvent assez complexes ou intéressants, mais aussi donc très souvent historiques, et notamment donc dans le fameux Tous les matins du monde. Alors moi, Tous les matins du monde, je trouve que c'est peut-être un de mes livres préférés, qui est d'une beauté impressionnante, je trouve, et qui utilise peut-être tout ce qu'on pourrait faire de mieux, justement, à l'opposé peut-être d'un style à la manière de Yourcenar. Donc Yourcenar, c'est peut-être quelqu'un qui va creuser un sujet dans tous les détails, tous les détails possibles, peut-être un peu comme Flaubert dans Salammbô, donc essayer de retrouver, peut-être pas autant que Flaubert dans Salammbô, mais retrouver donc un maximum de choses qu'on peut prendre d'une période pour le montrer dans son livre. Et Pascal Quignard, lui, en fait, il choisit dans Tous les matins du monde une petite anecdote, un moment de l'histoire, mais qui est vraiment symbolique, et du coup qui a une ouverture qui est chouette. Donc son livre, ça se passe comme un haïku finalement, et ça permet de montrer des choses, permettre de bien comprendre pas mal finalement, un moment très précis de l'histoire qui est important aussi pour les arts, qui serait le moment du passage entre la musique baroque, peut-être de la fin de la Renaissance, et le début de la musique baroque de cour un peu de Louis XIV.
Donc un moment qui n'est pas extrêmement connu, mais qui est l'inauguration d'une période absolument d'impact énorme, qui est la période Louis XIV. Donc dans son livre, donc, qui est très court, je crois que ça fait en fonction des éditions, on peut avoir 80 pages dans certaines. On suit donc l'histoire d'un certain monsieur de Sainte-Colombe, qui est un maître de la viole de gambe, un magnifique instrument qui est encore aujourd'hui considéré comme peut-être l'un des instruments qui se rapproche le plus de la voix humaine, et qui est un maître vraiment symbolique de peut-être ce qu'on peut trouver même dans la culture orientale du maître kung-fu sur sa montagne, en train de peaufiner l'excellence de sa pratique de manière quasiment hermétique. Ce personnage-là, en fait, a réellement existé, donc c'est effectivement une vraie personnalité musicale, très peu connue, mais donc qui passionne tous les adeptes de cette période en musique. Il y a une très très belle interview de Jordi Savall, que je vous conseille absolument sur Internet, qui explique en quoi, justement, il a été étonné de trouver cette référence-là dans un livre de littérature accessible à tout le monde, quelque chose qui est relativement pointu dans le domaine de la musique. Ce livre, donc ce monsieur Sainte-Colombe, est le précepteur, enfin le professeur d'un certain Marin Marais, qui, après l'apparition de ce livre de Pascal Quignard, a aussi reçu donc une nouvelle reconnaissance, peut-être de la part d'un public beaucoup plus étendu que simplement les musicologues, les passionnés de musique baroque. Et rien que pour ça, je trouve ça intéressant aussi d'avoir réussi à créer peut-être une empreinte dans la culture de tout le monde, d'une sorte de richesse musicale, pas forcément accessible de cette manière-là. Donc depuis ce livre, Marin Marais, c'est un petit peu l'icône peut-être de la viole de gambe, et avec une aura aussi de musique très intéressante pour beaucoup de gens. Mais c'est aussi la sortie du film qui a réussi à populariser ces deux personnages-là. On retient surtout donc Marin Marais d'ailleurs, grâce à ce superbe film qui a une musique incroyable, justement principalement joué par Jordi Savall, l'un des violoncellistes, enfin joueur de viole de gambe, enfin bref, fait donc des enregistrements absolument incroyables encore aujourd'hui, donc de musique de cette période-là, qui a donc travaillé sur la bande-son du film. Donc c'est vraiment, du point de vue du son, c'est un film assez incroyable. Et du point de vue de l'image, ce qui est très intéressant, c'est que là, on récupère ce qu'il n'y a pas vraiment dans le livre, peut-être parce que c'est pas le style de Quignard, justement, de créer des décors ou des descriptions étoffées, mais simplement de comparer, par exemple, l'aspect vestimentaire, les costumes, qui passent d'une époque sombre, noire, avec la collerette blanche, style Montaigne, avec la période Louis XIV, donc avec les perruques, avec les rubans, les manches avec des retours de veste, et donc une esthétique qui est très didactique, je trouve, parce qu'il y a vraiment deux parties finalement. Il y a une partie comme un ancien monde, puis un nouveau monde qui se mélange, et on voit juste la transition avec donc la possibilité de confronter des valeurs différentes. Et ça, pour le coup, le film ajoute quelque chose sur le livre, même si le livre en tant que tel est quand même très très évocateur. Et du point de vue de l'histoire, donc on a un roman qui est en plus extrêmement baroque justement. Donc Quignard arrive à récupérer un petit peu le style de l'époque sans forcément en rajouter du point de vue de la forme. Donc du point de vue de la langue, c'est pas forcément un roman baroque au niveau peut-être des métaphores, du usage des mots. Par contre, au niveau des thèmes, absolument. Donc on a le thème du deuil, le thème de la mort, ce genre de choses qui sont très présentes, quoi. C'est amusant que tu parles de baroque parce que pour moi, c'est une dimension complètement absente de ce roman et du film aussi. Au contraire, ok, les thèmes sont bien là, le deuil, etc. Mais c'est complètement dénué d'émotion finalement. Moi, j'ai absolument rien ressenti. Le roman en fait est tellement court que on n'a pas le temps de voir les personnages s'installer et on s'y attache pas en fait. Ça tient aussi au style, je trouve, assez pauvre finalement. Tu vois, tu as des structures de phrases très très simples, tu n'as pas de vocabulaire. Enfin, en fait, je trouve ça très paresseux comme roman. Si on avait fait au moins le double de pages, peut-être qu'il aurait réussi à installer un peu quelque chose. Mais là, c'est aussitôt lu, aussitôt vite oublié, et heureusement. C'est un peu dommage parce qu'il y avait toute cette histoire autour de la musique qui aurait pu être intéressante, mais comme il n'y a rien d'écrit de nouveau, on passe complètement à côté et il passe à côté de son sujet pour moi. Et alors pour le film, je suis un peu du même avis pour le coup. Parce que déjà, on a un film de 2 heures sur un bouquin qui fait 80 pages. Donc forcément, c'est très très long, trop long. Je trouve ça très, de nouveau, paresseux et même un peu prétentieux aussi, parce que c'est comme s'il fallait, Alain Corneau, c'est comme s'il disait, ah ben oui, il suffit d'avoir des beaux costumes, et puis c'est tout, on ne s'occupe pas du reste. Les personnages sont finalement prisonniers de leurs costumes. Alors oui, évidemment, il y a la musique, mais c'est en ça que je trouve que c'est un peu prétentieux, parce qu'on se dit, ah ben il y a la musique, donc ça suffit, on ne fait pas d'efforts sur le reste, on ne fait pas d'efforts sur les plans, et on ne fait pas d'efforts, je pense que ce film, il y a beaucoup de moments qu'il faudrait couper. Moi, je suis passé vraiment complètement à côté du livre, complètement à côté du film. Je ne suis pas le seul dans le cas, parce que je me suis vraiment posé la question. En discutant aussi, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à penser de cette manière-là, incroyablement décevant. J'ai oublié de préciser que Thibaut et moi, on était d'un avis assez radicalement différent sur ce livre, et sur le film aussi. Mais effectivement, donc comme tu dis, il y a des avis assez partagés de manière générale. Tu vois, si on parle de simplicité ou de fluidité même dans le style, mais alors moi j'ai un meilleur exemple que ça, c'est Patrick Modiano, qui lui arrive précisément à faire quelque chose de relativement simple, mais où la recherche stylistique est quand même bien plus élaborée,
que ce qu'on a chez celui-ci de Pascal Quignard. Moi, je ne fais pas du tout de projection sur le reste de son œuvre parce que j'ai pas fermé la porte du tout. Celui-ci, je ne peux pas le conseiller, c'est au-dessus de mes forces. Alors par contre, au niveau des plans du film, il y a quand même des super références au tableau quoi, de l'époque. Mais c'est poussiéreux, tu vois. C'est le problème des films en costume souvent. C'est comment est-ce que tu arrives à créer un film vivant d'époque. Il faut quand même reconnaître que les réalisateurs français sont assez nuls. Les Anglais, en général, arrivent à créer autre chose. Je prends par exemple Mr. Turner, le film sur Turner, qui est de Mike Leigh, je ne sais plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Au niveau de l'esthétique, ouais, c'est intéressant. Ah oui, au niveau de l'esthétique, c'est autre chose. Là, c'est aussi quelqu'un qui a plus d'ambition, je trouve, et qui se repose pas sur j'ai des beaux costumes et c'est bon, je filme comme ça. Par contre, le Turner, moi j'avais été assez déçu par rapport à la psychologie du personnage. Je trouve qu'ils ont trop insisté sur l'aspect bizarre de Turner de façon caricaturale. On a presque l'impression d'un clown, en fait, c'est très bizarre, alors qu'on ne voit pas du tout justement l'aspect artistique, mais pour ce qu'il a de compréhensible. C'est un petit peu comme si on montrait Turner juste dans ce qu'il avait d'un peu perturbant et on n'essayait pas d'aller au-delà. Au moins, il a une épaisseur, tu vois. Parce que pour moi, les personnages, comme dans le roman de Quignard, comme dans le film d'Alain Corneau, ils n'ont aucune épaisseur, justement. Et c'est ça le problème. C'est ça que je reproche précisément au roman et au film. C'est de l'épaisseur ou est-ce que c'est de la délicatesse? Moi, je trouve que dans le livre, il y a quand même le personnage justement de l'ermite de Sainte-Colombe, mais pour moi, il est extrêmement parlant, quoi. C'est quelqu'un qui, dans les quelques phrases du début, on voit toute l'ambiguïté d'une personnalité qui est très forte et en même temps qui a de l'amour pour sa fille. Enfin, mais très caricatural, de nouveau. Alors c'est drôle, moi je vois pas ça caricatural. Pour moi, c'est plutôt intense et qui du coup se rapproche de la musique baroque. Il y a vraiment un travail, je trouve, de commun en fait entre ce qu'on peut ressentir en écoutant cette musique-là et le travail des personnages, leur psychologie. Quelque chose d'extrêmement équilibré. On est juste à la limite. Où est-ce que tu vois le baroque? Parce que moi, je vois justement rien de baroque. Au contraire, c'est un style pauvre, c'est des personnages très peu esquissés, donc on n'est pas du tout dans du baroque. C'est vraiment cette espèce d'équilibre. C'est quelque chose, pour moi, la musique baroque, c'est une musique qui est complètement à la fois fragile, par exemple, et extrêmement intense. Et ça, on le retrouve complètement dans le personnage. C'est quelqu'un qui paraît au début un genre de père autoritaire, qui a une éducation extrêmement rigide, très dure d'approche. Et en fait, c'est quelqu'un qui pleure presque pendant tout le livre la mort de sa femme, et qui est en même temps quelqu'un qui révolutionne la musique. Donc il y a ce côté-là, quelque chose de complètement extrême, mais extrême évocateur. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le propre peut-être de la musique baroque. J'aime beaucoup la musique baroque, je retrouve pas du tout ça, vraiment pas du tout. C'est pour ça que je suis peut-être d'autant plus déçu. Après, effectivement, on n'a pas peut-être le côté ornementation du baroque, c'est vrai. Est-ce qu'au-delà des costumes, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau budgétaire? Des décors en carton, ça se voit assez rapidement. C'est le budget que les Anglais ou les anglophones en production. Alors les serres, niveau de décor, je pense que là ils sont bien parce qu'ils ont tourné en campagne ou dans des monuments historiques, donc il n'y a pas vraiment eu de souci. Ça m'a pas du tout de nouveau, je trouve que les Anglais réussissent mieux à ce niveau-là aussi. C'est pas comme le film Angel de François Ozon qui là est une catastrophe où effectivement il n'avait pas de budget et donc les plans sont très serrés. Et ça se voit qu'on a juste un peu d'argent pour les costumes, mais après donc le film est vraiment en dessous de tout et fait injure finalement au talent de François Ozon, ce qui est un peu dommage. On n'est quand même pas jusque-là, mais on n'atteint pas le niveau des Anglais. Maintenant, en termes de budget, on peut essayer de retrouver le budget du film de l'époque, mais est-ce que ça va nous parler, tu vois? C'est un film, quoi, c'est années 80 ou c'est début des années 90? Je ne sais plus. C'est 91. Mais parce qu'il y a aussi quand même une efficacité de l'histoire, je trouve, quelque chose de simple, qui pour le coup peut-être ressemble au code classique en fait. Une intrigue simple, très intense, et donc on a le temps de comprendre. Et c'est vrai que le film donne le temps justement on a le temps de s'inspirer. Oui, mais on s'ennuie tellement qu'on a vraiment le temps. Ah ouais, je ne suis pas ennuyé du tout. Ouais, pour moi c'est très méditatif, quoi. Ce que tu veux dire. Il y a des phrases, par exemple, rien que le titre. Mais oui, mais c'est ça qui m'avait attiré justement. Donc j'espérais retrouver de la poésie dans le livre, puis dans le film, et j'ai pas retrouvé. Et quelle est l'origine du titre? Vous avez une idée? Tu vois, j'en ai tellement gardé un souvenir impérissable que je suis capable de te réexpliquer ça. Donc en fait il y a quelques dans la manière d'écrire, donc il y a quand même plusieurs phrases assez intenses quoi. Par exemple donc le titre, donc, le début en fait d'une phrase de son livre, donc il a coupé la fin peut-être volontairement, peut-être qu'on s'en souvienne un peu, mais c'est quand même une phrase qui est magnifique, c'est tous les matins du monde sont sans retour. Et donc ça pose tout de suite la question, une espèce de tension tragique, l'existence qui passe, un matin qui disparaît, le personnage donc, qui pense à sa femme qu'il a perdue, donc ça rajoute encore une dimension sur le temps qui passe. Et en même temps c'est extrêmement ambigu parce qu'on ne sait pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif d'une façon. C'est tous les matins du monde sont sans retour, mais donc il n'y a pas de retour, mais le matin peut être
quelque chose d'exceptionnel et en même temps quelque chose de triste. Et dans tous les cas, c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. Et en plus, c'est tous les matins du monde, donc c'est vraiment chaque jour qui passe, donc chaque minute. Moi, j'hésiterais pas quand même à faire un parallèle un peu osé. Peut-être trouver ça prétentieux, mais avec peut-être que justement un livre comme Proust, par exemple, c'est peut-être l'équivalent le plus épuré possible, donc le plus minimaliste de ce que Proust fait en plusieurs milliers de pages. Je t'arrête là, on n'est pas dans un style épuré, Proust. Justement, ce serait peut-être un petit peu la version épurée de justement l'opposé total de Proust, mais pour dire exactement la même chose et peut-être avec la même... Proust est tellement plus riche aussi dans la description des personnages. On a des vrais personnages, on les sent vivre. Ici, il n'y a pas tout ça. Il y a un outil différent, c'est sûr qu'il ne donne pas la même latitude. Moi, je trouve qu'au niveau de la précision, quand même pas mal. C'est un peu ça, tu vois, c'est paresseux, quoi. On dit rien, et comme ça, on peut se réfugier sous l'étiquette de « Ah, mais je fais quelque chose d'épuré ». En fait, c'est juste que j'ai pas beaucoup réfléchi à ça non plus, et justement, c'est que je suis paresseux. Sauf qu'il faut pas faire une phrase de trop. Quand tu as que 100 mots, par exemple, si tu rajoutes la phrase qui va pas, ça déséquilibre tout. Alors que dans un roman, justement, on t'en met des couches, tu peux tout à fait faire 2 chapitres complets qui sont à côté de la plaque, ça se verra pas, quoi. Et je trouve que lui, justement, il arrive à être juste là où il faut tout le temps. Et ça, pour moi, en fait, son livre, moi, j'ai l'impression que c'est un travail d'épuration de quelque chose qu'il a écrit de plus long et qu'il a redécoupé après. On sent un espèce d'effet de découpage, je trouve, au niveau de la structure de la narration aussi. Il a lancé plusieurs histoires peut-être en même temps, et presque comme un film en fait, comme la construction d'un film. Donc avec un effet de scénario. Ça, il faudrait lui demander, je ne sais pas s'il a l'habitude de travailler comme ça. J'en reviens à Modiano, où lui, c'est vraiment pour moi le meilleur exemple de l'auteur qui touche à l'essence même des choses et qui ne va pas avoir une phrase de trop, qui traite beaucoup avec le flou, la difficulté de se souvenir, d'avoir des souvenirs précis et réels finalement. Prends un roman de Modiano, par rapport à ça, on a quelque chose de beaucoup plus riche et pourtant, de nouveau, on est dans quelque chose de simple dans le style, mais on a des personnages qui sont certes parfois esquissés, mais esquissés quand même de manière beaucoup plus riche que ce que n'arrive à faire Pascal Quignard. Je sais pas, moi je connais pas bien Modiano, mais du coup ça me donne envie d'aller voir. Je pense que pour vous départager, il faudra que je lise le livre et que je regarde le film. Exactement. Pour faire pencher la balance. Je vous tiendrai au courant. Et d'autant que ça se lit relativement vite. Ah oui, ça, tu n'as pas besoin d'une après-midi. Hein. Sinon, au niveau de l'histoire, moi, j'avais quand même quelques critiques de réticence aussi, à la limite. Moi, c'est plutôt sur les scènes d'amour. Je trouve que c'est des parties qui ajoutent pas énormément de choses à l'histoire et qui auraient pu être éventuellement supprimées dans le livre. Même si ça permet peut-être de comprendre aussi le côté de la genèse du personnage de Marin Marais et un petit peu le côté roman initiatique aussi. Mais je trouvais que ces parties-là en particulier, j'ai trouvé un tout petit peu trop, un petit peu artificiel peut-être dans le livre. Mais par contre, effectivement, moi, j'adore ce roman-là. Donc on va clôturer le sujet tous les matins du monde puisque on n'arrivera pas à tomber d'accord. On va terminer par quelque chose à la fois un peu plus léger, mais avec une certaine exigence quand même, qui est la série Nicolas Le Floch de l'auteur Jean-François Parrot. Nicolas Le Floch, c'est en fait un commissaire fictif, je pense, un commissaire de police sous Louis XV et à Paris, début du règne de Louis XVI. Et alors donc, ce sont entre guillemets simplement des histoires policières de cette époque-là, donc du XVIIIe siècle. Mais c'est rédigé par Jean-François Parrot, donc, qui est mort il y a quelques années et qui est un diplomate français, je ne sais plus s'il a été ambassadeur, quelque chose comme ça, et qui est un vrai spécialiste de l'histoire. Au contraire, justement, on a vraiment quelque chose d'opposé avec Pascal Quignard dont on vient de discuter. On va avoir quand même pas mal de descriptions. Il connaît vraiment bien l'époque et il veut nous la faire revivre. On n'a pas dit que Quignard connaissait pas l'époque. Hein, c'est pas ça que je voulais dire. C'est la volonté ici, la démarche en tout cas, elle est vraiment différente puisqu'il va le décrire aussi avec un style très classique, mais pas si simple que ça à lire. C'est un bon compromis si on veut à la fois une lecture entre guillemets plus facile puisqu'on a une enquête policière, mais d'un autre côté avec une exigence stylistique réelle et donc il ne se lit pas si vite que cela. Ça a été aussi adapté en série télé, moi j'ai jamais eu l'occasion de voir, mais je pense que ça passait sur France 2. Je pense qu'il y a une dizaine de bouquins qui font quand même bien 400 pages à chaque fois, donc c'est assez raisonnable comme lecture. Moi, je vous avoue qu'en fait, j'ai repris parce que j'en avais lu un, c'était trop jeune, je pense, et donc je trouve ça un peu difficile à lire. Et j'étais encore en secondaire, je pense. Donc, mais maintenant que j'ai quand même pris un peu de bouteille, on va dire, une dizaine, voire quinzaine d'années plus tard, j'ai repris, en fait, ça m'a vraiment plu. Et donc, du coup, maintenant, j'en ai une petite réserve, donc j'en ai 2 ou 3 pour être sûr de ne pas être à court. Voilà, donc petite lecture, je trouve intéressante, parce qu'en même temps, on en apprend sur l'époque, même si les enquêtes policières sont fictives, ça traite quand même d'événements qui ont vraiment eu lieu, avec des personnages, les ministres de la Maison du Roi, etc., qui ont vraiment existé. L'auteur s'attache vraiment d'écrire les caractères réels de tous ces gens-là, du moins ceux qu'on en connaît, ce qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a aussi un intérêt historique. On remarque sur Wikipédia qu'il a aussi un intérêt pour la gastronomie en diplomatie.
Il souligne le rôle de la gastronomie en diplomatie. Il cuisine parfois lui-même dans son ambassade. Mais si je me souviens bien, il y a un personnage de cuisinier dedans. Donc oui, il va décrire les repas aussi, effectivement. Et alors, c'est la première fois aussi, enfin, en tout cas, c'est les tout débuts des autopsies, on va dire, qui sont pas d'ailleurs toujours très très bien vus à l'époque. On a le bourreau de Paris, donc qui fait couper les têtes, en fait, qui en même temps sert de médecin légiste, si on peut appeler ça comme ça, et qui aide un peu à résoudre les enquêtes. Et puis, on a des intrigues aussi, puisque bon, c'est un moment où il y a beaucoup de complots et des choses comme ça. Je trouve que c'est assez chouette à lire. Non, c'est une super recommandation, merci. Et si vous aimez bien, comme c'est une série, il y a possibilité de poursuivre. C'est d'une qualité égale, hein. Donc j'en ai lu, je sais plus, 4 ou 5 maintenant. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, je ne peux pas dire qu'il se répète. J'ai pas cette impression. D'accord. Il évolue, quoi. Je veux dire, on a la mort de Louis XV, puis on va avoir Louis XVI, etc. Donc il progresse dans l'histoire. Donc c'est peut-être aussi ce qui lui permet de se renouveler finalement à chaque nouveau bouquin, puisqu'on prend quelques années à chaque fois. Et alors, donc il avait commencé, apparemment, je regarde un tout petit peu sa bio, donc on parle de l'ethnologie et de l'anthropologie. Il a fait une licence de lettres et après un diplôme d'études supérieures en ethnologie, mais après une maîtrise d'histoire, d'où ses compétences en histoire. Il est aussi expert des techniques de momification égyptienne et des mythes des sociétés océaniennes et du Paris du XVIIIe siècle. Donc des choses qui n'ont a priori rien à voir. Ça a l'air d'être ses domaines de compétences. Donc c'est effectivement quelqu'un de très très... Très érudit. Oui, ça, c'est ce d'accord, qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent vraiment. C'est un polyhistorien, du coup. Ouais, on peut dire ça. Et après, donc il est devenu diplomate, d'après une petite note que j'ai vue. Et il est surtout devenu auteur sur le tard. Parce que C'est ça, une carrière assez importante apparemment en Afrique, en Asie. ouais, c'est ça, parce que je vois, c'est en 1999 qu'il a commencé seulement à écrire. Donc en 99, il avait déjà 53 ans, était bien installé comme diplomate. Oui, c'est intéressant de pouvoir tout d'un coup débuter un nouveau métier de cette manière-là. C'est impressionnant, je trouve, d'avoir plusieurs vies en fait finalement. C'est un peu ce que Romain Gary a fait aussi. Je sais plus s'il a commencé Ouais. par l'un ou par l'autre. Je pense qu'il a toujours été diplomate et puis qu'il écrivait sur le côté. Umberto Eco avait dit aussi vers la fin de sa carrière que c'était un jeune écrivain parce qu'il avait commencé plutôt universitaire et puis son premier livre donc était quand même arrivé relativement tard. Le nom de la rose, c'est quand même arrivé relativement tard dans sa carrière. Et puis on en a fait quelques autres par la suite. Il disait avec un petit peu d'humour, vers 80 ans, quelque chose comme ça, que c'était un jeune écrivain. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.